Imaginez un instant le silence. Pas le silence paisible d'une nuit d'été, mais ce silence lourd, oppressant. Celui qui précède une explosion que tout le monde redoute mais que personne n'ose nommer. Vous êtes dans une salle de réunion, au dernier étage d'une tour de verre à Moscou. Dehors, la ville semble fonctionner normalement, les voitures circulent, les gens marchent, mais ici, à l'intérieur, l'air est devenu irrespirable. Sur la table en acajou, un seul document. Quelques feuilles de papier qui pèsent plus lourd qu'un char d'assaut. Les hommes en costume cravate, ces intouchables de la finance russe, fixent ces feuilles avec une terreur qu'ils n'avaient jamais montrée auparavant. Ce document, c'est l'aveu d'un échec colossal, le premier craquement visible d'un barrage qui retient un océan de dettes et de mensonges. Ce qui se passe en Russie en ce moment même, ce n'est pas juste une crise bancaire, c'est l'effondrement d'une illusion. Et croyez-moi, quand cette illusion se dissipera totalement, la réalité qui va frapper sera d'une violence inouïe. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites peut-être que c'est une histoire lointaine, des chiffres abstraits sur des écrans d'ordinateur, mais détrompez-vous. C'est l'histoire de la disparition pure et simple des économies de toute une vie, de salaires qui s'évaporent et d'un système qui dévore ses propres enfants pour survivre un jour de plus. Récemment, l'une des banques les plus puissantes de Russie, une institution que l'on croyait insubmersible, a publiquement révélé des pertes massives. Et ce n'est pas juste une erreur de parcours. C'est le signal d'alarme hurlant que le Kremlin essaie désespérément d'étouffer. Les initiés, ceux qui osent parler en chuchotant dans les couloirs sombres, admettent désormais que la crise est systémique. Elle menace d'écraser l'entièreté du système économique russe. Pourtant, à la télévision d'État, les présentateurs sourient et répètent que tout va bien. Mais je vous assure, une fois que nous aurons traversé ensemble ce champ de mines financiers, vous ne regarderez plus jamais les nouvelles de la même façon. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Comment un pays qui se vantait de sa forteresse économique s'est-il retrouvé au bord du précipice ? Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut regarder là où personne ne voulait regarder. Le signal est venu de la banque de crédit de Moscou, la MKB. Ce n'est pas une petite banque locale au fond de la Sibérie, c'est la 7e plus grande banque de Russie. Elle détient environ 700 milliards de roubles de dépôt, soit l'équivalent de 9 milliards de dollars. C'est titanesque. Pour le citoyen ordinaire, MKB, c'est la sécurité. C'est là où l'on met l'argent pour les études des enfants, pour la retraite. C'est une institution qui finance les grandes entreprises et soutient les ménages, trônant au centre névralgique du système financier. Mais à la fin de 2025, les voyants ont viré au rouge vif. Au 4e trimestre seulement, MKB a rapporté une perte nette de 9 milliards de roubles. Pensez-y un instant, en un seul trimestre. Et sur ce montant, 8,2 milliards se sont volatilisés rien qu'en décembre. C'est comme si l'argent avait simplement cessé d'exister. Honnêtement, même moi j'ai du mal à croire à la rapidité de cette chute. Bien que la banque ait réussi à afficher un modeste profit pour l'année complète, celui-ci a fondu d'un tiers. Mais ce qui est terrifiant, ce n'est pas le chiffre en soi, c'est l'aveu. En Russie, les banques n'admettent jamais perdre de l'argent publiquement. C'est une règle tacite. On cache les problèmes sous le tapis, on utilise une comptabilité créative, ou on attend l'aide du gouvernement. Alors, pour que MKB publie une telle perte, cela signifie que la pression est devenue trop forte pour être dissimulée. Le barrage a cédé. Cette pression vient des mauvais prêts, ces créances toxiques qui pourrissent les bilans. De janvier à septembre 2025, les prêts en souffrance de MKB ont explosé de 700%. Ils ont atteint 668 milliards de roubles. C'est près d'un tiers de tout le portefeuille de prêts de la banque. Pour vous donner un contexte, une banque s'inquiète quand ses mauvais prêts dépassent 5%. À 15%, c'est dangereux. À 28%, comme c'est le cas ici, c'est une catastrophe nucléaire financière. Mais avant de plonger plus loin dans cet abîme, je veux que nous fassions une pause. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui nous pousse à faire confiance aveuglément à des structures simplement parce qu'elles sont grandes ? La confiance est une monnaie bien plus précieuse que l'or ou le dollar. Dans nos vies, nous construisons des forteresses de certitude. Nous croyons que parce qu'une chose a toujours été là, elle le sera toujours, que ce soit une banque, un gouvernement ou même une relation personnelle. Mais la vérité, c'est que la taille ne garantit pas la solidité. Souvent, la complexité masque la fragilité. La corruption, ce n'est pas seulement des valises de billets, c'est l'érosion lente de l'intégrité, petite décision par petite décision, jusqu'à ce que la structure soit vide de l'intérieur. Nous avons tendance à ignorer les fissures parce que la façade est belle, mais la sagesse, c'est reconnaître que tout ce qui est construit sur le mensonge ou l'illusion finit inévitablement par s'effondrer. La leçon ici n'est pas seulement financière, elle est humaine. Ne confondez jamais la permanence apparente avec la vérité.
la vérité finit toujours par présenter sa facture, et souvent avec des intérêts exorbitants. Revenons à cette réalité brutale. MKB n'est que le premier domino. Ce même schéma destructeur se joue à travers tout le pays, comme une gangrène silencieuse. Fin octobre 2025, plus de 11% de tous les prêts aux entreprises étaient déjà classés comme problématiques. On parle de 10,4 trillions de roubles. C'est un chiffre qui donne le vertige. Concrètement, cela signifie qu'une entreprise sur 4 ayant un prêt bancaire a déjà manqué au moins un paiement. Imaginez votre rue commerçante préférée. Imaginez que sur 4 boutiques, l'une est déjà techniquement en faillite, mais continue d'ouvrir ses portes en faisant semblant. Les entreprises de construction sont à genoux, les transporteurs ne suivent plus, les usines de fabrication, de métaux et même de défense sont sous pression. Même le pétrole et le gaz, ces vaches à lait sacré de l'État russe, commencent à contribuer à cette montagne de mauvaises dettes. Ce qui était autrefois sûr ne l'est plus. La raison de cet effondrement est directement liée à la guerre en Ukraine. C'est le secret de Polichinelle. Après l'invasion de 2022, les banques ont reçu l'ordre, plus ou moins direct, de prêter aux entreprises liées à l'effort militaire. L'objectif était simple, garder les usines en marche, les chars sur le front et les munitions dans les camions. Poutine voulait le beurre et l'argent du beurre, faire la guerre tout en maintenant la croissance économique. Mais la réalité a la tête dure. Les sanctions ont coupé l'accès aux pièces étrangères, fermé les marchés d'exportation et brisé les chaînes d'approvisionnement. Puis, l'État a commencé à payer en retard, des semaines puis des mois. En parallèle, les taux d'intérêt ont grimpé en flèche, dévorant près de 40% des profits des entreprises. C'est insoutenable. Fin 2025, l'endettement total des entreprises a atteint un record de 99,3 trillions de roubles. Seulement 70% des entreprises mondiales sont encore rentables, le niveau le plus bas depuis les pires mois de la pandémie. Et au centre de cette tempête, il y a la Banque centrale et sa gouverneure Elvira Nabiulina. Elle se bat contre un monstre à 2 têtes. D'un côté, une inflation galopante alimentée par les dépenses de guerre, de l'autre, une économie qui suffoque. Elle a poussé le taux directeur jusqu'à 21% pour tenter d'arrêter l'hémorragie des prix. Même après quelques coupes récentes, le taux reste autour de 16%. C'est un remède de cheval qui est en train de tuer le patient. Le choix est clair. Empêcher les prix de s'envoler, même si cela signifie sacrifier la croissance. Mais ce choix saigne le système bancaire à blanc. Plus de 55% des prêts aux entreprises sont à taux variable. Cela veut dire que chaque fois que la Banque centrale bouge le petit doigt, le coût de la dette explose instantanément pour des milliers d'usines et de commerces. Des paiements gérables deviennent soudainement des tueurs de profits. Les entreprises doivent choisir, payer la banque ou payer les employés, payer la banque ou acheter des matières premières. Et très souvent, elles ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. C'est ici que le piège se referme. Si les défauts de paiement s'accélèrent, l'État devra intervenir avec des plans de sauvetage encore plus massifs, drainant des réserves déjà maigres et affaiblissant l'effort de guerre lui-même. C'est un compromis impossible. Contenir l'inflation aujourd'hui ou risquer une fracture bancaire totale demain qui pourrait saper le contrôle de Poutine de l'intérieur. Et derrière cette inflation tenace, il y a une tragédie humaine encore plus profonde, une main-d'œuvre en chute libre. Les naissances ont chuté, les décès ont augmenté. Ajoutez à cela la guerre qui aspire les jeunes hommes vers le front ou les pousse à fuir à l'étranger, et vous avez une pénurie de main-d'œuvre qui fait exploser les salaires et les coûts de production. C'est une bombe démographique. Il y a moins de bras pour construire l'économie, ce qui crée une inflation encore plus chaude, ce qui rend les prêts encore plus risqués. C'est un cercle vicieux parfait, une spirale infernale. Mais attendez, regardons cela sous un autre angle. À quel moment la stratégie devient-elle de l'autodestruction ? Dans la vie, comme en politique, il y a une ligne fine entre la persévérance et l'obstination suicidaire. Souvent, nous continuons sur une voie destructrice simplement parce que nous avons déjà trop investi pour faire demi-tour. C'est le biais des coûts irrécupérables. Nous jetons de l'argent, du temps et de l'énergie dans un projet, une relation ou une idéologie qui a échoué, simplement pour ne pas avoir à admettre que nous avions tort. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas contrôlé, déteste le vide et déteste l'erreur. Il préfère brûler le monde entier plutôt que de faire face à son propre reflet dans le miroir. Mais la véritable stratégie, la véritable intelligence, réside dans la capacité à s'adapter, à reconnaître l'échec et à changer de cap avant que le mur ne soit trop près. S'accrocher à une vision du monde qui n'existe plus n'est pas de la force, c'est de la rigidité. Et tout ce qui est rigide finit par casser. Reprenons le fil de cette tragédie. Les banques elles-mêmes sont étirées jusqu'au point de rupture. Elles ne détiennent qu'environ 19 trillions de roubles en liquidité immédiate, alors que les clients ont déposé 57 trillions. Vous voyez le problème, n'est-ce pas ? C'est mathématique. Si une vague de panique saisit la population et que tout le monde court retirer son argent en même temps,
la liquidité disparaîtra en un claquement de doigts. La catastrophe serait instantanée. La plupart des dépôts sont immobilisés dans des prêts à long terme, qui ne peuvent pas être transformés en billets de banque du jour au lendemain. De plus, les demandes de retrait retardées ont presque doublé en 2024. Cela signifie que l'argent des gens est techniquement là, sur le papier, mais indisponible dans la réalité. Personne ne sait quand ou si il sera remboursé. Les petites banques régionales sont les premières à sentir le souffle de la mort. Elles servent les magasins locaux, les petites usines, les familles loin de Moscou. Elles dépendent des grandes institutions comme MKB pour leur stabilité. Quand les géants tremblent, les nains tombent. Ces banques étaient déjà affaiblies par les sanctions. Maintenant, prêter de l'argent ressemble à marcher sur un fil au-dessus d'un volcan. Prêter trop, c'est risquer l'effondrement. Prêter trop peu, c'est étouffer l'économie locale. Dans certaines régions, les rumeurs d'insolvabilité commencent à se répandre comme une traînée de poudre. Et c'est là le véritable point faible, la confiance. Une ruée bancaire commence rarement à cause de faits froids et durs. Elle commence par la peur. La peur est contagieuse. Une fois que les gens croient là que leur argent durement gagné est en danger, une simple tension de liquidité devient une crise existentielle en quelques heures. Le Kremlin le sait. Ils sont désespérés de projeter une image de calme. Le Centre d'analyse macroéconomique prévient qu'une crise bancaire est déjà en cours, même si elle est démasquée. Les banques restructurent les mauvais prêts pour éviter de les déclarer comme pertes. Un jeu de bonneteau géant pour maintenir les apparences. En 2025, les banques d'État ont reçu plus d'1 trillion de roubles du Fonds national de bien-être comme injection de capital d'urgence. C'est un signe de détresse absolue. Ce fonds, qui était censé être le matelas de sécurité de la Russie, fond comme neige au soleil. Avec les coûts de la guerre qui aspirent des milliards chaque mois et le prix du pétrole qui fluctue, les analystes préviennent que ce fonds risque d'être à sec d'ici 1 an. Sans coussin de sécurité, le prochain choc sera fatal. Bloomberg a rapporté qu'au moins 3 grandes banques pourraient avoir besoin de capital frais l'année prochaine. Même la Sberbank, ce géant tentaculaire, lutte contre des sorties de capitaux. Si ces poids lourds trébuchent, l'État devra imprimer de l'argent ou couper ailleurs. Et les retombées seront brutales. Un ralentissement des prêts affame les entreprises. Les usines militaires ralentissent. Les familles voient leurs comptes gelés. C'est le genre d'effet domino qui peut briser le calme public et défier l'emprise de Poutine. La discussion n'est plus une collection de statistiques inquiétantes. Les pertes de MKB sont la première fracture visible dans un système que Moscou jugeait incassable. Chaque mois qui passe augmente la tension. Et les vieilles astuces pour colmater les brèches ne fonctionnent plus. D'un côté, le gouvernement doit agir vite. De l'autre, tout signe de faiblesse pourrait déclencher la panique. La nationalisation pourrait être une option, prendre le contrôle direct des banques. Mais cela enverrait le message que le secteur privé a échoué, effrayant encore plus les investisseurs et isolant la Russie. C'est une situation où chaque issue semble être une impasse. Mais demandons-nous, comment la peur façonne-t-elle nos décisions ? La peur est le plus puissant des moteurs, mais c'est aussi le pire des conseillers. Lorsqu'une société ou un individu agit sous l'emprise de la peur de perdre, peur de l'avenir, peur de la vérité, elle commence à prendre des décisions irrationnelles. On thésaurise, on se méfie de son voisin, on cherche des boucs émissaires. La peur rétrécit notre horizon. Elle nous empêche de voir les opportunités de coopération pour nous concentrer uniquement sur la survie immédiate. Mais la peur est aussi un outil de contrôle. Ceux qui détiennent le pouvoir savent que s'ils peuvent canaliser votre peur, ils peuvent vous faire accepter l'inacceptable. Ils peuvent vous faire échanger votre liberté contre une promesse de sécurité qui ne viendra jamais. La véritable liberté commence au moment où l'on cesse d'avoir peur de perdre ce que l'on a pour se concentrer sur ce que l'on peut construire. Ne laissez jamais la peur dicter votre humanité. Cette peur, elle est désormais palpable dans les rues de Russie. La crise bancaire n'est plus enfermée dans les salles de conseil. Elle est au guichet. Elle est dans le portefeuille de chaque citoyen. Entrez dans une banque aujourd'hui et l'atmosphère a changé. Les retraits en devises étrangères sont plafonnés. Si vous aviez des économies en dollars ou en euros, oubliez-les. Elles sont converties de force en roubles, une monnaie qui a perdu la moitié de sa valeur. Pour les familles, le choix a disparu. L'inflation a grignoté les salaires. Les produits importés ont disparu des rayons. Le marché noir donne une image bien plus sombre de la valeur réelle du rouble que les taux officiels affichés à la télévision. Le gouvernement insiste sur la stabilité, mais chaque nouvelle restriction crie le contraire. Les files d'attente s'allongent devant les distributeurs automatiques. Les gens se demandent si l'argent déposé hier sera encore là demain. Cette anxiété est aggravée par la fermeture massive des agences bancaires. En 2025, environ 1700 agences ont fermé leurs portes. La Sberbank en a fermé plus de 900 à elle seule. Des millions de personnes, surtout dans les petites villes et les zones rurales, se retrouvent soudainement sans accès physique à leur argent.
Quand les systèmes numériques buggent ou que l'Internet ralentit à cause des sanctions, ces portes closes sont des murs infranchissables. La banque du quotidien devient un parcours du combattant. En parallèle, la croissance du PIB ralentit à peine à 1%. La Russie se retrouve au bas de l'échelle des grandes économies. Même l'Ukraine, en pleine guerre, devrait croître plus vite. Pour les ménages qui espéraient acheter une voiture ou une maison, c'est terminé. Les taux d'intérêt ont rendu l'emprunt impossible. Ce qui était une étape financière normale est devenu un rêve inaccessible. La confiance des entreprises s'effondre. Seuls 4% des compagnies se sentent positives. C'est le pire chiffre depuis 25 ans. Les petites entreprises, l'épine dorsale de l'économie, sont broyées. Sans crédit, elles ferment. Le chômage menace, même si les statistiques officielles le cachent. L'inflation mord. Les prix de la nourriture grimpent. J'ai entendu un homme l'autre jour s'exclamer « Mon Dieu, ma mousse à raser coûte déjà 520 roubles. Quelle horreur! Il y a 2 mois, je l'achetais pour 250. » Ce n'est pas une anecdote triviale. C'est le symbole d'un niveau de vie qui s'effondre. Les poivrons, les produits de base, tout devient un luxe. Ce n'est plus juste un problème économique, c'est un problème social explosif. La frustration monte, les citoyens commencent à questionner la compétence de ceux qui tiennent la barre. Vladimir Poutine a construit son image sur la stabilité. Mais cette crise frappe au cœur de cette promesse. Si les Russes ordinaires sentent que leur avenir est incertain, la légitimité du régime s'effrite. Le contrat social tacite, je vous donne la stabilité, vous ne faites pas de politique, est rompu. La manière dont le Kremlin va gérer ou ne pas gérer cette crise déterminera non seulement les bilans comptables, mais la survie même de l'État. Dans un système si étroitement lié à un seul homme, les fissures économiques deviennent vite des gouffres politiques. Et cela nous amène à une réflexion finale, peut-être la plus importante. Qu'est-ce qui maintient vraiment une société ensemble? Est-ce la force de son armée? La richesse de ses banques? Ou est-ce quelque chose de plus intangible? Une société tient bon tant qu'il existe un sentiment partagé de justice et d'espoir. Quand l'espoir disparaît, quand le sentiment que les règles du jeu sont truquées devient une certitude pour tous, le ciment social s'effrite. Les gouvernements peuvent imprimer de l'argent, ils peuvent arrêter des opposants, ils peuvent contrôler les médias. Mais ils ne peuvent pas forcer la confiance. Ils ne peuvent pas décréter l'espoir par une loi. Nous vivons une époque où les structures de pouvoir sont testées par la réalité brute. Et la leçon pour nous tous, où que nous soyons, est que la résilience ne vient pas d'en haut. Elle vient de la base, de la capacité des communautés à s'entraider, à rester lucides et à préserver leur humanité même quand les systèmes s'effondrent. La crise bancaire en Russie n'est pas un événement isolé. Ces tremblements se font sentir partout. Les nations occidentales observent, calculant l'impact sur la guerre. Les investisseurs mondiaux retiennent leur souffle. Les pays voisins, comme le Kazakhstan ou l'Arménie, voient leurs propres économies secouées par ricochet. La Chine pèse le pour et le contre de son soutien. Tout est interconnecté. Une faillite à Moscou peut signifier une hausse du prix du pain au Caire ou une pénurie de fertilisants au Brésil. Les sanctions, conçues pour étouffer la machine de guerre, ont accéléré une pourriture interne qui était déjà là. Elles ont forcé le système à montrer son vrai visage. Le Kremlin est maintenant à la croisée des chemins. Une voie mène vers la réforme, la transparence, l'ouverture. L'autre mène vers encore plus de répression, de contrôle et de fermeture. L'histoire russe penche souvent vers la seconde option. En 1998, en 2008, à chaque crise, la réponse doit être de serrer la vis. Mais cette fois, avec une guerre sur les bras et des sanctions mondiales, les vieux remèdes pourraient bien être le poison final. Si la répression devient la seule réponse à la faim et à la pauvreté, cela déclenchera l'instabilité même que le pouvoir cherche à éviter. Ce qui commence par des chiffres rouges sur un bilan bancaire finit souvent par des foules dans la rue. L'avenir du système bancaire russe, et par extension de la Russie elle-même, est en train de s'écrire sous nos yeux. C'est une leçon d'histoire en temps réel sur les limites du pouvoir, sur le coût du mensonge et sur la fragilité des empires modernes. Le monde regarde, et nous devrions tous prendre des notes. Car lorsque les dominos commencent à tomber, nul ne sait vraiment où le dernier s'arrêtera.